Asseyez-vous. Comme c'est la première fois que nous nous retrouvons en séance du Conseil municipal depuis les attentats dramatiques du 13 novembre, je vais vous demander peut-être de nous lever une minute de silence à la mémoire de toutes ces victimes. Merci. Alors tout d'abord, je dois vous donner quelques absences. Alors Nathalie Suarez est bien là, sera en retard Madame Hirsch, Bernadette, qui a donné procuration à Monsieur Philippe Farjon. Sont excusés Monsieur Sébastien Labatte, procuration à Monsieur Didier Bladou, et Madame Nancy Traoré, procuration à Monsieur Alain Marc. Et je pense que vous avez vous-même, Madame Layan. Très bien. Alors, si elle l'accepte, nous pourrions demander à Madame Géraldine Audebert d'être notre secrétaire de séance. Et en telle hypothèse, je lui confierai le micro tout de suite, si elle le veut bien. Monsieur le maire, mes chers collègues, on va procéder d'abord par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 octobre. Non, on fait l'appel d'abord. Non. Alors l'appel d'abord. Alors, Patrick Beauvais. Présent. Bernard Junca. Présent. Emmanuel Angelini. Présent. Dominique Vincent. Présent. Virginie Monnier. Présent. Johan Taris. Présent. Odile Leclerc. Présent. Denis Cancard. Présent. Bérangère Dupin. Présent. Gwenaëlle Lamarque. Présent. Bénédicte Salin. Présent. Monique Soula. Présent. Daniel Chrétien. Présent. Philippe Valmier. Présent. Françoise Cossec. Présent. Alain Marc. Présent. Agnès Fossé. Présent. Sandrine Jovenet. Présent. Thierry Valex. Présent. Didier Bladou. Présent. Philippe Farjon. Présent. Bernadette Hirsch en retard. Nathalie Suarez. Présente. Nancy Traoré. Sébastien Labatte. Présente. Géraldine Audebert. Émilie Masseron-Cazenave. Gloria Ketlas. Grégoire Reddy. Maël Fétou. Pierre Catard. Pascal Broquer. Claire Layan. Jean-Bernard Marceron. Et Patrick Alvarez. Donc on va procéder à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 octobre 2015. Merci. Ce procès-verbal appelle-t-il, de votre part, des remarques, des demandes de correction, des ajouts, des retraits? Je sais que M. Alvarez nous a communiqué un texte qui reprécisait son intervention concernant un ministre célèbre, M. Anicet Leport, n'est-ce pas? Il a bien été pris compte. Je sais que nos services l'ont intégré et nous l'avons donc bien en notre possession et ce sera bien réparé. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres demandes dans ce domaine? Modification, ce n'est pas le cas. Nous en approuvons donc le compte rendu en félicitant les rédacteurs et rédactrices. Pas d'abstention sur ce qui est proposé. Vote contre, ce n'est pas le cas non plus. Donc unanime pour. Merci bien mes chers collègues. Communication des décisions du maire prises en vertu de l'article L2122-22 du CGCT.
Oui, mes chers collègues, vous avez l'habitude de cette présentation assez rapide. Vous l'avez sous les yeux comme moi. Concernant la jeunesse, je n'ai rien à vous en dire. Ce sont des conventions et des contrats, tout simplement. Les marchés publics, simplement concernant l'école maternelle à Fonfidine, un lot n'avait pas été attribué, avait été infructueux. Donc maintenant, il l'est à Charpente, couverture, tuiles, préau. Concernant la culture, ce sont des contrats. Vous voyez la zone culturelle, le défilé sous vos yeux avec Thomas Co, le chat demain soir, la Vénus à la fourrure, Lapin frère, et ainsi de suite. Concernant le pôle senior, rien d'extraordinaire. Concernant les finances, tout de même, attirer votre attention sur le fait que nous avons contacté ce prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit de nous faire avancer en réalité ce que l'État nous paiera dans un an concernant le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA. Vous savez que nous payons sur notre investissement, bien sûr, que l'investissement 20% de TVA comme tout le monde, sauf que l'État nous redonne l'année suivante 15%, donc les 3/4 en réalité de cette somme. Et nous avons la possibilité d'emprunter cette somme-là, année après année, auprès de la Caisse des dépôts, à hauteur d'un prêt zéro, ce qui fait que cette somme nous est donc prêtée sans le moindre frais. Bien évidemment, et nous la remboursons immédiatement quand l'État nous a lui-même payé le FCTVA. C'est une manière de se faire de la trésorerie année après année, très simplement, de ne pas faire d'avance. Ressources humaines, rien à en dire, c'est de la formation essentiellement, et c'est tout. Voilà, alors moi, vous ayez des questions, des précisions à me questionner sur ce qui vient d'être lu ensemble. Il n'y a pas de demande de votre part, voilà, il n'y a pas de vote, vous le savez, c'est une communication de ma part simplement. Modalité des transferts des agents de la commune dans le cadre des transferts de compétences et de la clarification de l'exercice des missions propreté, mobilier urbain et plantation sur voirie. Rapporteur Bernard Junca. Oui, bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Il s'agit d'une délibération qu'on peut qualifier d'assez formelle, qui fait suite aux différentes décisions que nous avons prises au sein de cette instance relativement à la mutualisation de nos services et qui va maintenant vers son opérationnalité. Elle concerne, dans le cadre plus général de la mutualisation, plus particulièrement les missions propreté, mobilier urbain et plantation sur voirie, et nous devons approuver une fiche d'impact qui décrit les effets globaux de ce transfert sur la situation professionnelle des agents qui sont donc mutualisés. Donc 3 axes qui vous sont rappelés: la mutualisation des services, le transfert de compétences et la clarification de l'exercice des missions propreté, mobilier urbain, plantation sur voirie. Ce transfert pour les personnels, leur nombre et leur mission a été identifié dans le cadre de conventions de services communs que nous avons adoptées ici même ensemble le 13 octobre 2015. Aujourd'hui donc nous allons délibérer sur les modalités de transfert des personnels dans le cadre de ces différentes missions que nous avons listées. Et je dois vous préciser, tel que le dit le texte qui nous est soumis, que les travaux de la CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées, ont permis d'évaluer aujourd'hui de façon définitive les impacts financiers des transferts et de la clarification, ainsi que de bien identifier les postes et les agents qui exercent ces missions. L'objet donc central de cette délibération est de donner lieu à l'établissement d'une fiche d'impact qui va décrire à la fois les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, première chose, mais aussi sur la rémunération et les droits acquis des agents. Cette fiche d'impact qui est annexée doit recueillir l'avis des comités techniques compétents, ce qui a eu lieu au sein de notre mairie le 24 novembre pour être précis. Il vous est dit dans un paragraphe qui est encore plus formel que cette délibération que les agents transférés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ce qui n'aura certainement pas lieu d'être puisque le régime d'indemnité de la métropole est beaucoup plus favorable. Vous avez, comme il est précisé dans la délibération, en annexe le contenu de la fiche d'impact. Je peux peut-être attirer votre attention sur la page 2/10 qui concerne les effectifs concernant le service propreté environnement. En fait, nous ne sommes pas proprement dans le cadre de la mutualisation, mais c'est un retour sur le transfert de compétences, puisque ce transfert est effectif, enfin, a été approuvé dès 2000,
Et ce qui fait que donc la dynamique des charges, qui est à la charge maintenant de la métropole, eh bien, elle court depuis l'année 2000, ce qui veut dire que nous avons fait une économie intéressante qu'on peut chiffrer approximativement à 200 000 euros. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, les quelques éléments que je voulais porter à votre connaissance sur cette délibération qui fait suite à celle que nous avons pu développer dans le cadre de ce processus important de mutualisation. Très bien, merci le premier adjoint. Merci. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors, quoique tardif, l'examen des modalités de transfert des agents de la commune dans le cadre des transferts de compétences à Bordeaux Métropole n'en est pas moins indispensable pour boucler l'ensemble du dossier avant le 31 décembre de cette année, sous peine de voir l'ensemble du scénario de ce transfert remis en cause, ce qui ne me chagrinerait pas outre mesure, mais ne serait que pure victoire de forme et de procédure. Alors j'ai à plusieurs reprises affirmé que mon opposition à ce processus de mutualisation, comme il vaut mieux se répéter que se contredire, je m'opposerai une nouvelle fois à ces transferts. Mais à dossier technique, approche technique. Alors vous réitérez dans la fiche d'impact la précision légale du lieu de travail et de résidence administrative des agents bouscatés et transférés, en précisant, et c'est utile, que pour la réalisation des missions, les agents transférés de la commune du Bouscat pourront être localisés sur l'ensemble des sites de Bordeaux Métropole, selon leur direction d'affectation. Alors je gage que dans un premier temps, cette affectation interviendra sur le pôle territorial ouest, et plus particulièrement sur la commune du Bouscat d'ailleurs, mais rien ne garantit la pérennité de ce système. D'autre part, les agents, dûment informés, je l'espère, verront augmenter leur temps de travail et perdront le bénéfice des 100% pour les ratios d'avancement de grade dont ils disposaient à la mairie du Bouscat. Alors je voudrais attirer votre attention, monsieur le maire, celle du conseil, sur les paragraphes 3.1 et 3.3 de la fiche d'impact. Alors comme je l'ai exprimé lors du dernier conseil municipal, le rédacteur du statut de la fonction publique territoriale, le fameux communiste Anicet Le Pors, avait précisé, et vous le reprenez d'ailleurs très bien dans la fiche d'impact, dans l'article 111 de ce statut, que les agents conservent, s'ils y ont intérêt, ou l'agent conserve s'il y a intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui lui était applicable, ainsi que les avantages collectivement acquis. Alors toute la nuance de cet article 111, relativement au dossier qui nous occupe ce soir, tient évidemment à l'adverbe ainsi. La règle qui découle des modalités de transfert dans votre fiche d'impact peut s'avérer, suivant les situations, en contradiction avec la formulation de cet article 111. Je m'explique. En effet, alors page 5 de la fiche d'impact, l'agent optera dans le système qui est proposé, soit pour le maintien de son régime indemnitaire et de l'ensemble des avantages acquis de la commune d'origine, soit pour la bascule vers le dispositif métropolitain. C'est l'un ou l'autre cas. Mais s'il y a intérêt, vous pourriez vous retrouver avec des situations mixtes, où l'agent opte pour, par exemple, le maintien de son régime indemnitaire de la commune d'origine et des avantages de la métropole. Par exemple, la prévoyance santé, telle qu'elle est affichée au point 3.3 de la fiche d'impact. Alors, cette situation ne concerne pas que notre commune et doit être envisagée. Je souhaiterais que vous nous donniez votre avis, notamment en tant que grand argentier de la métropole. Alors, les instances paritaires de notre commune ont été informées, se sont prononcées, des modalités de ces transferts. Dans l'attente de cette réponse technique, je renouvelle mon opposition de principe au transfert. Merci. Monsieur Marceron. Oui, monsieur le maire, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mes chers collègues, donc nous voterons, nous nous abstiendrons à ce dossier. Alors même si cela n'est pas tout à fait le sujet ici et maintenant, je souhaitais vous faire part de nos interrogations qui nous animent. Nous nous sommes inspirés de l'expérience des intercommunalités. Premièrement, au niveau budgétaire, où les intercommunalités censées mutualiser les moyens afin de réaliser des économies
d'échelle, les faits montrent souvent que cela augmente la dépense publique et nous avons beaucoup d'études et tous les faits montrent que malheureusement ça contribue à augmenter les coûts. Après, il y a un deuxième point, c'est au niveau décisionnel. L'organisation de ces intercommunalités donc, éloigne plutôt les électeurs des prises de décision, sans parler de la gouvernance. Alors, de ces faits, nous pensons dans le champ de la mutualisation, là, cette fois-ci, que les coûts vont certainement augmenter et que, deuxièmement, l'on pourrait se voir, je parle là de l'exécutif, que vous représentez et que nous représentons, nous pourrions nous voir dépossédés de pouvoir, si vous me permettez cette expression. Donc nous sommes plutôt, de notre humble avis, sous obédience, si vous me permettez aussi ce terme, des instances bordelaises. Et là, la question se pose, quid de notre gouvernance ? Sans parler sur le plan pratique, avec des craintes, j'espère qu'ils ne seront pas justifiées, du niveau de service qui ne pourrait être plus les mêmes, voire même un service de proximité qui pourrait en pâtir. Ce qui justifie un petit peu ma décision aujourd'hui. Voilà. Merci de votre écoute. Merci de vos questions l'un comme à l'autre. Alors, je répondrai peut-être d'abord à Patrick Alvarez. Effectivement, on ne donne pas le choix, c'est-à-dire pour être dans la clarté la plus totale et pour que ce soit simple dans la compréhension de tous et dans la mise en place aussi très pratique de ces décisions, c'est où les agents gardent ce qu'ils avaient sur la commune, avantage acquis et le régime indemnitaire, où la bascule se fait sur la métropole avec ce qu'elle propose comme régime indemnitaire tout à fait intéressant, tout le monde a bien compris, mais aussi des avantages acquis qui ne sont pas négligeables du tout. C'est effectivement l'un ou l'autre, encore une fois pour des raisons de lisibilité, de pratique, mais aussi d'aspect financier bien évidemment, mais où la commune ne perd pas, hein, bien sûr. Concernant la question de M. Marceron, alors on peut vous accompagner au début de votre raisonnement, de dire au début on ne fait pas d'économie, je suis assez d'accord. Au début, c'est vrai. Je redoute même qu'on fasse quelques dépenses supplémentaires au tout début. Je suis vraiment convaincu, et tout de même on a quelques reculs dans ce domaine, qu'avec le temps, la métropole elle-même gagne. Les villes y gagnent, c'est évident, puisque ces transferts-là s'accompagnent de transferts de la dynamique des charges, et bien évidemment, les villes s'y retrouvent assez rapidement. Mais même la métropole s'y retrouvera parce qu'elle pourra mieux gérer les employés qu'elle aura de manière importante, avec des nouveaux services même, et je crois que les choses seront vertueuses à partir de la 4e année. C'est à peu près ce que les services de la métropole avec lesquels je travaille sur le plan financier estiment. Mais effectivement, 4 ans, c'est pas demain, je suis d'accord. Il faudra pratiquement arriver vers la fin de la mandature pour avoir de réels effets bénéfiques, et en termes financiers, mais aussi en termes d'efficacité de services rendus. Et je suis persuadé que nous pourrons créer de nouveaux services à périmètre constant en termes de personnel et bien sûr de finances constantes. C'est tout l'intérêt de cette mise en commun de services-là. Quant à la décision qui s'éloigne de l'exécutif local et donc des consommateurs que sont nos bouscatés, nos usagers de nos services, moi je n'y crois pas, parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a bien mise en place, on l'a bien écrit, ceci est parfaitement compris par tout le monde, on a pris des engagements les uns envers les autres, et donc engagement ça veut dire aussi que nous sommes bordés dans ce domaine, mais également nous ne transférons que des services supports. Les finances, les RH, l'informatique, ça n'a pas une très grande importance en termes de services à rendre. Les services que les boussettes attendent de nous, c'est l'éternel classique, le sport, le scolaire, le social bien évidemment. Ça ne me paraît pas impactant quant à la décision que nous pourrons prendre vis-à-vis de nos boussettes. Donc je ne suis pas inquiet par rapport à cette chose-là, pas du tout. Voilà, on parlait de hiérarchie et de fonctionnel, je ne me souviens plus quel était les termes, l'autorité, voilà, on parlait d'une autorité fonctionnelle que représentent les élus locaux, et le maire en particulier, et de l'autorité ensuite hiérarchique que représentait le président de la métropole, mais c'est un peu, c'est pas du virtuel, vous le comprenez fort bien, mais malgré tout, les décisions concrètes du quotidien des bouscatés, comme dans les autres villes de la métropole, seront bien prises dans nos mairies réciproques. Mes chers collègues, avez-vous d'autres... Monsieur le Premier adjoint, vas-y. Oui, simplement pour aller dans la même ligne que le maire, et à propos des craintes qu'on pourrait tous nourrir finalement, d'une perte de proximité ou d'efficacité du service rendu qui touche cette fois-ci davantage des services comme les espaces verts, la propreté, etc. Je rappelle que nous avons ici même ensemble voté le principe des contrats d'engagement
qui sont des contrats extrêmement détaillés sur le niveau de service actuellement rendu et que nous souhaitons voir conserver. Vous précisez que ces contrats d'engagement sont évalués chaque année et qui sont également évolutifs. Donc on a la possibilité à un moment donné d'en demander plus ou de demander que le service soit rendu différemment. Donc ça nous semble être, non pas partir vers une organisation un peu floue, mais avec un certain nombre de garanties. Merci bien de cette précision. Mes chers collègues, nous nous prononçons. Abstention, M. Marceron, Mme Layan, M. Catard donc, et M. Broquer. Vote contre, M. Alvarez. Vote pour, l'équipe majoritaire unanime sur cette décision. Merci. Présentation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Décision, approbation. Rapporteur Johan Taris. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc il s'agit du rapport pour l'année 2015 de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, qu'on appelle la CLECT. On ne devrait pas dire CLECT d'ailleurs, mais c'est difficile de dire CLETC, puisque c'est transfert de charges. Donc la commission locale d'évaluation des transferts de charges a été mise en place en juillet 2014 pour évaluer les charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation issu de la loi MAPTAM, avec un certain nombre de transferts obligatoires fixés par la loi. Donc la commission s'est réunie pendant l'année 2015 et elle a travaillé sur l'évaluation financière d'un certain nombre de charges transférées. L'ordre du jour de cette commission pendant l'année 2015 a porté sur les compétences suivantes: l'habitat, les aires de stationnement, le tourisme, l'enseignement supérieur et la recherche, la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et les opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain. Par ailleurs, la CLECT également a travaillé donc sur la régularisation de compétences au titre de la voirie, propreté et plantation, ce qui a été évoqué tout à l'heure, qui était une compétence qui juridiquement aurait dû être exercée par la CUB dès sa création dans les années 60, mais que les communes avaient conservé. Alors pour le Bouscat, nous sommes concernés en réalité par cette régularisation de compétences sur la voirie, ainsi que sur la compétence GEMAPI que nous exercions jusqu'à présent au travers de notre adhésion à un syndicat intercommunal, le CIJALAG, et cette compétence donc sera exercée en direct par la métropole à partir du 1er janvier, ce qui mettra d'ailleurs de fait fin à notre adhésion à ce syndicat. Alors pour être un petit peu plus précis, je vous renvoie aux deux tableaux de synthèse, et en particulier le deuxième tableau de synthèse qui récapitule pour l'ensemble des communes, et donc en particulier pour le Bouscat, les incidences financières de ces évaluations de charges transférées. Donc vous observez que pour la régularisation voirie, on est à 926 000 € donc d'incidence pour la ville du Bouscat. On est on est un petit peu plus de 13 000 € sur la compétence GEMAPI. Et puis vous retrouvez également dans le tableau la ligne correspondant à la mutualisation, puisque nous avons fait le choix volontaire de nous engager dans la voie de cette mutualisation si chère à notre collègue Patrick Alvarez. Donc cela donne un nouveau montant d'attribution de compensation donc pour l'année 2016, qui reprend le montant précédent, celui que nous payons jusqu'à maintenant, plus l'ensemble donc de ces charges transférées et de la métropolisation et de la mutualisation, pour un nouveau montant d'attribution de compensation qui s'élève à un petit peu plus de 6 216 765 €. Merci bien. Monsieur Alvarez. Monsieur le maire, chers collègues, alors cette commission au nom imprononçable,
et à l'acronyme difficile à mettre en ordre, comme en témoigne d'ailleurs votre délibération. Un coup c'est CLE-TC, un coup c'est CLE-CT, précise que le total des charges liées à la mutualisation s'élève donc à 3 145 762 euros, auxquels il faut ajouter les 3 071 003 euros d'attribution de compensation que nous versons à Bordeaux Métropole. Ainsi, à chaque exercice budgétaire, notre commune versera, cela vient d'être rappelé, 6 216 765 euros à Bordeaux Métropole, soit à peu près 14% de notre budget total. Alors les chiffres exposés dans les différents rapports nous permettent d'appréhender correctement les effets financiers de cette mutualisation. Si je rends hommage à cet effort de clarté et de transparence, je n'en relève pas moins que les écueils nous attendent et attendent les communes dans leur rapport avec la métropole. Donc effectivement, je ne voterai pas conformément au vote précédent, le rapport de la CLECT, ou de la CLECT. Voilà, jusqu'à présent, pour tout vous dire, nous disions CLECT parce que nous disions charges transférées. Voilà. Apparemment, la loi demande que l'on parle de transfert de charges, donc le T passe devant le C, ce qui est imprononçable, effectivement. Et je persiste à dire CLECT. Voilà. Monsieur le rapporteur. Non, simplement pour préciser, j'avais oublié de le faire, monsieur le maire, dans la présentation du rapport, que les montants sont gelés à partir de l'année 2016, c'est-à-dire que les montants correspondant à la fois aux charges transférées et à la mutualisation donc sont gelés à l'euro près, ce qui nous renvoie à l'un des intérêts financiers de cette mutualisation pour les communes, c'est-à-dire la neutralisation de ce qu'on appelle la dynamique de charge et d'une augmentation linéaire minimale chaque année des charges qui seront donc assurées par la métropole et non par les communes au titre de l'attribution de compensation. C'est tout à fait ça. Et nous n'y reviendrons pas pour la mutualisation, sauf nous-mêmes à vouloir mutualiser d'autres services. Quant à la CLEC, elle se reprononcera sur d'autres compétences nouvelles qui arriveront en cours d'année 2016. Mes chers collègues, pas d'autres commentaires? Alors, abstention. Monsieur Marceron, Madame Layan, Monsieur Cattard et Monsieur Brocker. Vote contre, Monsieur Alvarez. Merci. Vote pour. La majorité unanime sur ce vote pour. Merci. Modification de l'article 2 des statuts de la SPL, la Fabrique métropolitaine. Rapporteur Bernard Juncker. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit donc d'une modification d'un article des statuts de la SPL. Le premier paragraphe de notre délibération rappelle que notre conseil municipal avait approuvé la création d'une société publique locale communautaire dans le cadre du projet 50 000 logements et qu'en devenant membre donc, de cette SPL, à hauteur de 3 079 actions dont nous sommes détenteurs pour le montant de 30 790 euros, nous confirmions notre intérêt pour cette structure. Sont rappelées ensuite les différentes prestations, les tâches principales de cette société publique locale, mobiliser des concepteurs qui contribuent au renouvellement de l'approche des projets urbains, contribuer à la négociation foncière publique sur des sites complexes, faciliter la valorisation de certains actifs fonciers de la CUB, et lors d'un conseil d'administration récent, nous avons beaucoup insisté, les administrateurs, sur la nécessité qu'il y avait à pousser justement cet objectif. Il est beaucoup plus facile, lorsqu'on mobilise du foncier public, d'obtenir après un prix de sortie intéressant pour les logements que quand il faut acheter à des hauteurs différentes, bien entendu, du foncier à des propriétaires privés. Quatrième objectif, négocier pour le compte des collectivités ou dans le cas de certaines opérations, certains montages immobiliers avec des opérateurs privés ou des bailleurs sociaux. Et à ce titre, d'ailleurs, la SPL a joué un rôle important dans les négociations qui nous ont rassemblés avec Renault dans le cadre du déménagement de Renault vers la commune voisine de Bruges. Et enfin, dernière mission, exercer des fonctions d'aménageur sur certains secteurs de développement urbain.
Aujourd'hui, cette SPL va se voir confier par la métropole de nouvelles missions, notamment des missions d'aménagement économique. Et à ce titre, il convient donc de modifier ses statuts. C'est en juin 2016 que l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL sera appelée à délibérer sur cette modification. L'Assemblée spéciale et le Conseil d'administration, au sein de laquelle je représente la ville, se sont déjà prononcés favorablement le mercredi 2 décembre. Et il est donc nécessaire que chaque collectivité actionnaire de la FAB délibère avant justement que cette Assemblée générale ne se prononce. Donc dans ce contexte, et en raison de cette modification, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification de l'article 2 des statuts concourant au développement urbain et économique de la métropole bordelaise, et dans un autre paragraphe, en particulier dans le domaine de l'habitat et de l'aménagement économique, marquant ainsi donc ces nouvelles missions, et article 2, autoriser le maire ou son représentant au sein de la SPL de pouvoir signer tout document utile à l'exécution de cette délibération. Voilà, mes chers collègues, les informations que je souhaitais vous apporter. Merci beaucoup. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors, la fabrique métropolitaine était déjà le bras armé de Bordeaux Métropole en matière urbanistique. La voilà investie d'une mission en matière d'aménagement et de développement économique. Alors un citoyen normalement constitué, s'intéressant à ces questions, aura beaucoup de mal à s'y retrouver dans l'enchevêtrement des compétences. La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, confie la compétence aménagement et développement économique à la région. La loi MAPTAM, d'affirmation des métropoles, avait auparavant investi les métropoles de la même compétence. Ce qui faisait dire d'ailleurs au président de Bordeaux Métropole, Alain Juppé, lors du conseil exceptionnel tenu en mairie du Bouscat, que la métropole était en matière économique le vaisseau amiral de la région. Et voici que la métropole délègue, contre espèces sonnantes et trébuchantes, une partie de cette compétence économique à la société publique locale communautaire. Même si la décision de confier cette compétence à la FAB métropolitaine prend sa source dans l'expérimentation bouscataise réussie de l'île aux Renault, et si les élus demeurent in fine décisionnaires, je reste dubitatif sur l'octroi de telles prérogatives économiques à une société publique locale dont le statut reste pour les défenseurs du service public très controversé. Aussi m'abstiendrai-je sur ce dossier. Merci. Autre question? Ça n'est pas le cas. M. Jonca va commencer à vous répondre. Oui, un premier élément de réponse pour Patrick Alvarez. Je ne suis pas loin de partager votre avis sur la nécessaire clarification et le regroupement d'un certain nombre de compétences, parce que vous auriez pu continuer à brosser le tableau en ajoutant certains organes économiques reliés à d'autres collectivités locales ou aux chambres consulaires. C'est vrai qu'on aurait peut-être besoin d'un peu d'unité, de synergie dans ce domaine-là. Il me semble néanmoins que, vu le travail que fait actuellement la SPL et vu la problématique qui est celle de la CUB en termes de logement, il est quand même assez judicieux que la compétence économique et la compétence urbanistique se retrouvent conjointes, dans la mesure où aujourd'hui on ne construit pratiquement plus dans les grands ensembles urbains que des projets logements, mais des projets, et c'est le cas d'ailleurs dans nos intentions au Bouscat, qui mixent justement de l'économique et de l'habitat. Et à ce titre, ça me semble être une garantie intéressante. Non, j'abonde tout à fait dans ces propos. Je crois qu'il est dépassé le temps où on faisait des secteurs d'habitat et puis plus loin des secteurs d'action économique. On a compris qu'il fallait vraiment mixer le tout de manière à ce que les personnes puissent à la fois vivre et travailler sur des sites proches, pour ne pas dire les mêmes sites. Maintenant, c'est comme ça que l'on fonctionne, pour éviter les transports inutiles, éviter des engorgements, des embouteillages tout aussi inutiles. Donc je crois que cette démarche est tout à fait logique, c'est celle que développe à l'instant Bernard Jonca, donc je n'y reviens pas, lui qui est vice-président de cette structure, qui, je vous le rappelle, est quand même une association de société publique. Il n'y a c'est une société économique mixte, qui n'a pas du tout de capitaux privés de quelconque manière. Donc, ça me paraît être suffisamment bordé pour ne pas avoir de risque, de doute par rapport à tout ceci. Mais encore une fois, la démarche, elle est vraiment de dire arrêtons de faire des zones d'économie et des zones d'habitat. Il faut les mixer, il faut les faire vivre ensemble, parce que cette approche-là est tout à fait dépassée, va à contresens du développement durable et de la COP21, qui est encore en cours aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire
en commentaire pour abonder dans le sens de Bernard Juncker. Mais peut-être, allez-y, je vous en prie. Non, c'est sur le caractère public. Le titre société publique locale, dans société publique locale, le public est vraiment trompeur. Cette construction juridique est faite pour échapper d'abord au code des marchés publics. Et pour éviter, alors on nous dit que c'est pour avoir plus d'efficacité, et on peut le concevoir. Dans ce que disait le monsieur le premier adjoint, je serais prêt à le rejoindre à une condition, c'est que la puissance publique perd de ses prérogatives au détriment d'une société pas quasi privée puisqu'elle est publique dans le texte, mais la prérogative de la puissance publique devrait permettre aux services économiques des mairies ou des métropoles d'avoir la main sur le fait de déléguer. Vous avez raison, monsieur le premier adjoint, c'est peut-être efficace temporellement, mais c'est pas satisfaisant, si vous voulez, en matière de service public, parce qu'une nouvelle fois, c'est un démantèlement du service public. Et je rappelle, cette forme juridique a été conçue pour échapper au code des marchés publics. Lourd, certes, mais au code des marchés publics avec les garanties que... Oui, c'est un vrai débat, mais c'était plus pour échapper au code des marchés publics que pour des raisons de commodité, à mon avis, pour les inspirateurs de cette formule. C'est la réactivité qui gagne quand même beaucoup, et je ne partage pas votre avis sur le démantèlement public. Qui est derrière? Les métropoles et les mairies. C'est du public par définition. Je vous rappelle, alors c'est pas le cas précis du Bouscat, mais tout de même, Bernard Juncker est le vice-président de cette société d'économie mixte. Ça nous met quand même à l'abri de décisions qu'on ne partagerait pas. Et puis c'est vrai pour toutes les villes de la métropole qui sont représentées systématiquement ou à titre de la commune ou à titre de la métropole. Démantèlement est un mot quand même, je trouve, fort, pour ne pas dire excessif. Donc je crois que la délégation permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'être réactif. Elle ne contourne pas les marchés publics, elle se les accommode, elle permet d'aller plus vite, quand même, malgré tout. Et finalement, je suis même prêt à penser que ça permet de mieux gérer au plus près des intérêts des communes, parce que vous n'ignorez pas que les marchés publics, ce sont des choses très compliquées. On aboutit parfois à des solutions qui ne conviennent pas complètement, parce qu'on est lié parfois par des concours. On met un programme à un concours, une équipe gagne le concours, sauf qu'on est lié par le programme que cette équipe nous a proposé. On ne peut plus le bouger. Donc je pense que de la souplesse dans ce domaine que l'ASPL nous confère et nous permet d'avoir, me paraît aller dans le bon sens. C'est plutôt mon avis, donc je ne partage pas le vôtre, mais bon, on a le droit de ne pas être d'accord. Mes chers collègues, nous nous prononçons. Abstention sur cette proposition. Monsieur Alvarez, monsieur Marceron. Vote contre, ça n'est pas le cas. Vote pour. L'équipe majoritaire et Madame Layan, Monsieur Cattard et Monsieur Brocker. Merci. Désignation d'un ou d'une conseillère municipale au conseil d'administration de l'association du Patio. Rapporteur, Johan Taris. Donc vous connaissez l'association Le Patio qui gère l'espace de coworking qui a été créé donc au printemps dernier au centre Max Monichon. Les statuts de cette association et plus particulièrement l'article 8 de ces statuts prévoit que l'un des membres du conseil d'administration de l'association est désigné par la ville du Bouscat. À noter que ce représentant a une voix consultative au sein du conseil d'administration. Et donc, il vous est proposé de désigner le représentant de la ville au conseil d'administration du Patio en la personne d'Agnès Fossé. C'est la proposition de monsieur le maire. Merci. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est un vote nominatif, donc on peut voter à bulletin secret si vous le demandez. On peut aussi se mettre d'accord sur ce nom-là et voter, s'abstenir ou voter contre. Enfin, ça simplifie les choses et voter à main levée. Est-ce que vous souhaitez que nous fassions un vote à bulletin secret? Ça n'est pas le cas? Personne? Très bien. Donc, vote à main levée. Alors, pour la candidature d'Agnès Fossé, qui s'abstient? Madame Layan, Monsieur Cattard, Monsieur Brocker. Qui vote contre? Personne. Qui vote pour? Donc, l'équipe majoritaire, Monsieur Alvarez et Monsieur Marceron. Merci, mes chers collègues. Avenant, ça y est, c'est parti. Avenant numéro 1 au bail administratif signé entre la ville du Bouscat et l'association Le Patio. Rapporteur, Johan Taris. Concernant Le Patio, il s'agit de porter avenant donc au bail
au bail administratif entre la ville du Bouscat et l'association Le Patio, avec une modification qui porte sur 2 points. Le premier point, c'est la superficie dévolue aux activités du Patio au sein du centre Max Monichon, qui serait agrandie et portée de 287 mètres carrés à 324 mètres carrés, soit 37 mètres carrés supplémentaires qui correspondent à l'actuelle utilisation du service S3E, économie, entreprise, emploi. D'ailleurs, il faut sur le rapport de présentation modifier une formule qui est un petit peu imprécise à ce sujet, puisqu'on a l'impression que c'est... qui fait 324 mètres carrés. Alors j'essaie de le retrouver là dans le... Oui, c'est ça. Donc c'est ainsi qu'à compter du mois de mars sera mis à disposition du Patio les surfaces de bureaux aujourd'hui occupées par le service économie, entreprise et emploi, à savoir 37,6 mètres carrés, ce qui porte la superficie totale dévolue au Patio à 324,90 mètres carrés. Merci, ma chère collègue. J'étais un petit peu perdu. Deuxièmement, donc, il s'agit de tenir compte du fait d'un léger retard dans les travaux de réaménagement du site, qui ont fait que l'activité a démarré un petit peu plus tard que ce que nous avions prévu lorsque nous avions délibéré le 17 mars 2015. Et donc, il est convenu de recalculer un loyer au prorata des mois d'occupation pour un montant de 10 000 €. Donc ce sont les 2 points sur lesquels nous modifions le bail administratif avec l'association Le Patio, si vous en êtes d'accord. Merci, mon cher collègue. Alors, Émilie Masseron souhaite prendre la parole. Oui, excusez-moi, j'avais 2 petites remarques, questions. Dans la délibération, on dit que c'est à compter du mois de mars, alors que dans l'avenant, c'est au 1er avril. Et autre chose... on parle aussi d'une ouverture plus tardive que celle initialement prévue lors de la délib du 17 mars, en disant que l'avenant le précisera, mais dans l'avenant, je ne vois pas l'article en fait. Voilà, c'est juste 2 petites remarques que je voulais faire. Non, en fait, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le 17 mars, nous avions prévu une ouverture, alors je vous avoue que j'ai plus exactement les dates en tête, mais une ouverture qui devait être de mémoire au 1er avril. Et finalement, donc, l'ouverture s'est faite plus tard, d'où le recalcul du loyer sur les 8 mois par rapport à ce qui avait été prévu au démarrage. Au début de la mise à disposition, en fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de souci. Le Patio lui-même a validé notre proposition. Je ne crois pas que ces dates soient problématiques. Je ne pense pas. Mes chers collègues, pardon. Nous nous prononçons abstention. Madame Layan, Monsieur Brocaire, Monsieur Catard. Vote contre. Il n'y en a pas. Vote pour. L'équipe majoritaire, Monsieur Alvarez et Monsieur Marceron. Merci, mes chers collègues. Dérogation au repos dominical, avis du conseil municipal. Rapporteur Didier Bladou. Le maire, chers collègues. Juste une petite... on vous distribue sur table la modification par rapport à ce qui est écrit sur ce que vous avez reçu par courrier. Donc ça arrive, vous pouvez démarrer, chers collègues, mais ça c'est distribué. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, définit un nouveau cadre pour le travail du dimanche en proposant notamment un assouplissement du nombre de dérogations dominicales et une amélioration du statut des salariés travaillant ces jours-là. Les maires, après avis du conseil municipal, sont chargés par arrêté de préciser ces dates d'ouverture, et ce avant le 31 décembre prochain. Les maires de l'agglomération bordelaise, en étroite concertation avec les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et la métropole de Bordeaux, sont convenus d'une position commune sur le nombre de dimanches à ouvrir dans l'intérêt des commerçants et des consommateurs.
Le principe est de retenir sur l'ensemble de l'agglomération 8 ouvertures dominicales annuelles, chaque commune ayant l'option d'un 8e dimanche au choix. La commune de Bouscat ne lèvera pas en 2016 cette option et restera sur un nombre de dérogations de 7. C'est ainsi que l'année 2016, les dates suivantes sont prévues. 10 janvier pour le début des soldes d'hiver, le 26 juin pour le début des soldes d'été, 4 septembre, premier dimanche suivant la rentrée des classes, le 27 novembre, le 4, le 11 et le 18 décembre pour les fêtes de fin d'année. À l'issue de cette expérimentation, sur la base de ces ouvertures dominicales en 2016, un bilan de ce dispositif sera élaboré et une nouvelle concertation engagée sur le territoire de l'agglomération bordelaise pour le reconduire ou l'amender. Il est à rappeler qu'une exception est faite pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m². En effet, ces établissements devront déduire les jours fériés légaux travaillés mentionnés à l'article du Code du travail, hormis le 1er mai, des dimanches désignés par le maire dans la limite de 3. Pour les concessionnaires automobiles, s'agissant d'une branche d'activité différente et suite à une concertation en date du 2 décembre dernier, le nombre de dérogations sera limité à 6 pour l'année 2016 aux dates suivantes: 17 janvier 2016, 13 mars 2016, 12 juin 2016, 18 septembre 2016, 16 octobre 2016 et 20 octobre 2016. Novembre, pardon. C'était bien écrit. Bordeaux Métropole a également été saisi par la ville pour entériner le principe des 7 ouvertures dominicales annuelles. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, émettre un avis favorable au principe de 7 ouvertures dominicales annuelles dans les conditions ci-dessus exposées. Article 2, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération et notamment à notifier celle-ci au président de Bordeaux Métropole. Merci, chers collègues. Monsieur Alvarez. Monsieur le maire, chers collègues, alors l'ouverture dominicale des commerces de détail, comme il a été dit, est régie par l'article L3132-66 du Code du travail, qui précise qu'il revient au maire de chaque commune d'autoriser par arrêté ces ouvertures après avis du conseil municipal. Alors, si les maires de l'agglomération bordelaise sont convenus d'une position commune, conformément à la première délibération qui nous avait été délivrée, retenant le principe donc de 8 ouvertures dominicales annuelles, notre conseil, et je constate avec bonheur que notre conseil et vous, monsieur le maire, demeurons souverains pour fixer un nombre d'ouvertures inférieur à 8, puisque nous sommes descendus à 7. Alors, ce qui ne change absolument rien à ma position de principe, pour essayer de convaincre notre noble assemblée, donc des inconvénients d'une nouvelle brèche, néanmoins, puisque nous étions à 5 et nous passons à 7, du code du travail. Alors, j'utiliserai les arguments défendus par un cercle de réflexion marxiste-léniniste qui a longuement réfléchi sur la question. Alors, les figures marquantes de ce cercle, Monseigneur Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, Monseigneur Degnaud, évêque de Nevers, et le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, ont précisé à de nombreuses reprises leur opposition à cette évolution forcée de nos sociétés. Alors permettez-moi de vous citer, j'ai quelques extraits donc de leurs lettres que je mettrai à votre disposition. Permettez donc de vous citer quelques extraits donc de la lettre du cardinal André XXIII à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, en date du 18 septembre 2014. Ces arguments sont assez précis. Cardinal marxiste-léniniste signifiait donc les lourdes difficultés auxquelles sont confrontées aujourd'hui notre économie et de nombreuses personnes ne justifient pas que soient oubliés les bénéfices humains et sociétaux du repos dominical et de la limitation du travail de nuit, de dérogation en dérogation, d'élargissement en élargissement.
Ce sont déjà des grands pans de notre économie et de nombreux salariés qui en sont directement ou indirectement privés. Peut-on sans danger, fragiliser davantage encore le cadre commun du rythme de travail dans notre société? Revendiquer de nouveaux élargissements pour dynamiser notre économie sans prendre en considération les impacts humains et sociaux ne serait pas responsable. De même, mettre en avant le volontariat de certains salariés du fait des difficultés financières qu'ils rencontrent, sans considérer les pressions que bien d'autres salariés peuvent ou pourraient subir, ne serait pas plus raisonnable. Ces arguments de bon sens sont partagés par de nombreux concitoyens. Alors les marchands du Temple semblent les ignorer et Emmanuel Macron, ministre de l'économie et de la déréglementation, pas plus qu'avec son pacte de responsabilité ou son CICE aux résultats douteux, n'arrivera à nous convaincre que les mesures d'ouverture élargie du commerce le dimanche contribueront à développer l'emploi, réduire la précarité et augmenter le pouvoir d'achat. Aussi, si j'approuve le fait que vous soyez revenu de 8 à 7, je n'approuve pas la méthode d'élargissement d'ouverture du commerce du dimanche, qui reste un temps commun pour bon nombre de nos concitoyens, pour partager des valeurs certes différentes les uns et les autres, mais qui me semble un temps très important pour faire du lien dans notre société. Merci. Monsieur Lamarque, Gwenel a demandé la parole également. Je répondrai à notre camarade que sur 52 dimanches, 7 travaillés, on est quand même dans une moyenne basse au niveau européen et que nous pourrions peut-être, c'est un vœu pieux moi aussi, puisqu'on est dans le registre du spirituel, rejoindre le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Angleterre, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, la Pologne, État catholique, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Finlande, la Suède et le Danemark dans l'ouverture des commerces le dimanche. Oui, on aurait aimé avoir le nom des évêques de l'Estonie. Voilà, mais écoutez, je crois que ce qui est proposé, effectivement, c'est un compromis. On est tous d'accord ici pour dire que ça n'est pas une panacée absolue de proposer 50 dimanches par an, ni 8 ni 15. Ce qui est proposé là nous paraît frapper au coin du bon sens. Ouvrir pour les fêtes de Noël, ça se fait depuis longtemps, ça ne choque plus personne à mon avis. Pour les soldes d'hiver comme d'été, ça peut se concevoir. Permettre aux familles, aussitôt la rentrée scolaire, de s'ouvrir à des dépenses de fourniture scolaire ou autre, ça peut se concevoir aussi, mais nous n'irons pas plus loin. Parce que nous pensons qu'il y a autre chose à proposer à nos concitoyens le dimanche, comme seule sortie et comme seul objectif que d'aller consommer toujours plus, ce qui n'est pas forcément très glorieux. Voilà, mes chers collègues, je vais quand même mettre... Monsieur Lamarque avait... Non, c'est... D'accord. C'est bon, okay. Voilà. Je vais donc au vote cette proposition. Abstention. Cette proposition. Vote contre. Monsieur Alvarez, nous l'avions compris. Vote pour. Le conseil municipal dans son ensemble, excepté donc Monsieur Alvarez, nous avons entendu et en partie compris la position. Merci mes chers collègues. Voilà, ce conseil est terminé, n'est-ce pas Madame la Secrétaire? On a terminé. Peut-être vous donner simplement quelques dates. La prochaine date du conseil municipal, nous aurons à débattre du DOB. Débat d'orientation budgétaire sera donc le 19 janvier. Le mardi 19 janvier, à 18h30, nous reprendrons notre horaire habituel parce que le conseil sera forcément plus long. Vous rappelez que nous avons le marché de Noël qui se tient le week-end prochain, en même temps que le deuxième tour des régionales, bien sûr. Ce marché de Noël qui ouvre donc vendredi à 18h, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, nous y serons. C'est vrai qu'il se tient également le samedi et le dimanche, avec le passage du Père Noël dans l'après-midi du dimanche. Autre date également, vers 16h, là pour le dimanche. Et autre date, ce seront les vœux aux acteurs économiques que nous échangerons le mardi 5 janvier, c'est ça? C'est un 5, c'est bien ça? Mardi 5 janvier à 19h30. Mardi 5 janvier, 19h30. Mais vous recevrez d'ici là quelques invitations, bien évidemment. Et plus près de nous, j'allais l'oublier, mais ça n'est pas un oubli, c'est pour finir par ce qui nous importe le plus, 18 décembre à 18h, c'est un vendredi, c'est vendredi de la semaine prochaine, très précisément, inauguration de notre source, la source médiathèque, maison d'avis éco-citoyenne et citoyenne, et associative, pardon. Pas de questions diverses?
Pas de questions. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci au public.